Alors la plupart d'entre vous, ou du moins les plus jeunes, n'ont peut-être jamais mis les pieds à l'hôtel. En fait, avec l'émergence de Airbnb, ce sont des lieux qu'on fréquente en effet de moins en moins. Sauf quand on est en vacances, la plupart du temps, quoi. Et les hôtels, parfois c'est des endroits plus ou moins miteux, où on peut potentiellement passer une très mauvaise nuit. Aussi bien en tant qu'employé que vacancier. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Des histoires traumatisantes vécues par des personnes dans des hôtels. Bon, vous connaissez la recette, tout est véridique, on a juste ajouté des voix off avec mon équipe pour une meilleure immersion. Et d'ailleurs, en parlant d'hôtel, ça peut parfois coûter cher quand vous réservez un séjour à l'autre bout du monde. Donc, pour arranger ça, écoutez, pourquoi ne pas modifier votre position virtuelle pour avoir accès à un meilleur prix? Et chose qui est tout à fait possible avec CyberGhost, qui, avec ses plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, est l'un des meilleurs VPN du marché. En fait, réserver une chambre d'hôtel, un billet d'avion ou même un billet de train, ça peut vous coûter moins cher en essayant différents pays au moment de votre achat. Et aussi et surtout, ce changement de position virtuelle vous permet de vous divertir. Par exemple, vous allez à l'hôtel et vous vous géolocalisez aux États-Unis. Et bien là, vous allez pouvoir débloquer de nouveaux catalogues sur Netflix, Disney+, ou même Amazon Prime, et même plein d'autres services de streaming. Et ce qui vous permet alors d'avoir accès à des programmes qui mettent parfois des années à arriver en France. Ce qui est quand même pas mal pour pouvoir passer une nuit d'hôtel sympa si par exemple vous êtes au fin fond d'Oslo par exemple. Mais CyberGhost a une autre utilité aussi. Déjà, c'est le sponsor de la vidéo et en plus, ça vous protège. En fait, il chiffre votre connexion et il empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards discrets de suivre ce que vous faites sur Internet. D'ailleurs, pour les plus gourmands d'entre vous, CyberGhost vous permet aussi d'accéder à certains sites pour passer du bon temps. Après, je vais pas vous faire un dessin, je vais pas inciter non plus, mais voyez quoi. CyberGhost fonctionne sur tous vos appareils et il protège jusqu'à 7 en même temps. Donc, c'est parfait pour le partager avec vos amis ou même votre famille. Et bien entendu, on a une offre pour vous. Parce que si vous passez par le lien en description, vous avez accès au service pour seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Et avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc, vous avez rien à perdre. Merci CyberGhost. Et sur ce, je pense qu'il est l'heure de se plonger dans notre programme. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'hôtel, faut que je vous parle d'une expérience totalement inédite que je n'ai jamais racontée. Parce que il se trouve qu'au début de cette année, avec un ami, j'avais un nouveau concept de vidéo que je voulais sortir sur ma chaîne Poisson Fécond où je visitais les pires hôtels de France. Et il se trouve que la vidéo, on l'a faite, mais on a dû l'annuler pour différentes raisons. Parce que c'était trop chaud. Je vais vous raconter, mais ce sera à la toute fin de la vidéo. Parce que déjà, nous allons voir un patron beaucoup trop insistant. Ensuite, on aura un face-à-face à peine croyable dans la salle de bain d'une chambre d'hôtel. Et enfin, il y aura une rencontre fortuite qui, en réalité, cachait quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, cette première histoire a été partagée assez récemment, en 2024, par quelqu'un qui, malheureusement, a supprimé son compte Reddit. On va l'appeler Julia, une demoiselle donc. Et elle commence par nous dire qu'elle est sud-américaine, mais qu'elle vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. En fait, Julia a d'abord déménagé au Colorado quand elle avait 21 ans. Et tout ça dans la petite ville montagneuse de Silverthorne. En fait, elle explique avoir fait partie d'un programme d'échange pour les étudiants universitaires en Amérique du Sud, pour venir aux USA. Et tout ça pour travailler et voyager pendant les vacances d'été. En fait, Julia travaillait dans un hôtel très populaire de la ville de Frisco, pas très loin de l'auberge de jeunesse où elle logeait. Et quand elle arrive sur place, la première fois, elle sait même pas ce qu'elle va faire exactement. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit se présenter à une certaine date et heure pour parler au propriétaire. Donc un homme ukraino-américain qui a la quarantaine. Et là, le type lui lance directement un regard bizarre et prolongé, comme s'il l'analysait. En fait, c'était un homme grand avec des sourcils très prononcés, ce qui avait fait un peu flipper Julia sur le moment. Le patron a ensuite montré le restaurant à Julia et lui a dit qu'elle y travaillerait comme hôtesse, en plus de livrer les repas dans les chambres. Pour être honnête, mon niveau d'anglais de l'époque n'était vraiment pas assez bon pour être en contact étroit avec le public à l'époque. Et je pensais que je travaillerais en cuisine ou au ménage. Mais il a insisté. Pour ceux qui connaissent la région, cette partie du Colorado n'est pas très loin de Vail, un endroit où il y a une station de ski très active. Et j'ai donc eu affaire à des clients du monde entier. C'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à aider comme serveuse pendant le petit déjeuner. Et bien sûr, je me trompais souvent dans les commandes à cause de mon manque d'anglais, ce qui mettait le boss très en colère. Je me souviens d'une fois où ma collègue prenait un peu plus de temps pour essuyer une des tables alors que nous avions des clients qui attendaient d'être assis. Et c'est à ce moment-là que le patron est venu leur arracher la serviette de la main, avant de leur crier de dégager, tout en les accusant d'être complètement inutiles. Des petits problèmes de management, je vous le dis quand même. En fait, le patron trouvait toujours un moyen de montrer à Julia et à sa collègue à quel point elles étaient lentes, stupides et inférieures par rapport à lui. Lui, citoyen américain bien sûr. Mais quand il pétait un câble, ça allait mieux le soir, une fois qu'il n'y avait plus aucun client et où il se montrait plein de remords et où il leur payait des verres au bar. Le gars était un peu... Voilà. Mais bon, il faisait aussi des commentaires déplacés sur l'apparence de Julia et un jour, il lui a même caressé les jambes.
Bref, sans aucune surprise, Julia se sent de plus en plus mal à l'aise en sa présence et elle faisait tout pour ne pas être dans la même pièce que lui, tout seul quoi. Le temps passe et la veille du Nouvel An, cette année-là, il y a un incident dans l'auberge dans laquelle Julia vivait. Elle est sortie cette nuit-là avec quelques collègues, mais elle a appris plus tard car des résidents s'étaient drogués de façon excessive. Et là, le mec en question avait poursuivi l'un des amis de Julia à l'intérieur de l'auberge, tout en le menaçant avec une arme à feu et en criant des insultes racistes. Ça allait pas du tout. Bon, le gars a quand même été arrêté, mais plus personne ne se sentait en sécurité sur place. Tu m'étonnes. Et le lendemain, quand Julia a raconté ça au travail, le patron ukrainien a entendu la conversation. Et il a dit alors à Julia qu'elle ne devait plus rester à l'auberge compte tenu des circonstances. Et du coup, Grand Prince, il l'a invité à séjourner gratuitement dans l'une de ses chambres, de l'hôtel, pendant les 2 semaines suivantes, le temps qu'elle trouve un autre endroit. Julia a donc été surprise par cette générosité. D'autant plus que l'hôtel affichait souvent complet, puisque c'était quand même la pleine saison à ce moment-là de ski. Mais bon, elle a accepté son offre et elle a emménagé, on va dire, le lendemain. Donc, Julia passe d'une auberge surchargée où elle partageait sa chambre avec 5 autres filles à une chambre pour elle toute seule et où le calme règne. Les premières nuits se passent bien et quelques jours plus tard, je vais me coucher tôt car je suis lessivée. Puis une nuit, vers 2h du matin, je me réveille d'un coup et je remarque que ma porte de chambre est ouverte. Je peux voir les lumières du couloir. Puis je remarque la silhouette d'une personne de grande taille, debout à l'intérieur de ma chambre, en train de me regarder dormir. Je ne pouvais pas voir son visage, mais c'était clairement un homme. Au moment où je commence à réaliser ce qui se passe, j'entends un bruit de cliquetis métallique, comme s'il se préparait à enlever sa ceinture. J'ai hurlé et cette personne est rapidement sortie de ma chambre. Le lendemain, j'ai interrogé la direction et mes collègues et j'ai dit qu'il y avait vraiment quelqu'un dans ma chambre la nuit précédente. Là, personne n'y a vraiment cru. En fait, ils ont dit à Julia qu'elle a dû rêver de quelqu'un ou alors que quelqu'un du ménage avait dû se tromper de chambre. Un peu bancal parce que se tromper de chambre à 2h du matin et faire le ménage, non. Le patron, quant à lui, n'a pas commenté l'affaire et d'ailleurs a arrêté de parler à Julia à partir de ce moment-là. À partir de là, rien d'autre s'est passé dans cet hôtel, elle a fait ses 2 semaines, et puis, à un moment, elle a tourné la page, elle a trouvé un autre travail, un nouvel appartement, etc. Et du coup, le temps passe et environ 1 an après l'événement, en consultant le journal local, le Summit Daily News, qu'est-ce qu'elle voit en première page? Son ancien boss, vous savez, l'Ukrainien. En fait, il avait été arrêté la nuit précédente, après avoir fait boire 2 clientes de l'hôtel au bar, et où il s'était introduit dans les chambres, une fois qu'elle s'était endormie. En fait, elle s'était réveillée, et il était là, debout dans la chambre, les fixant, tout en se préparant à passer à l'acte. Est-ce que c'était donc lui, cette nuit-là, quand elle avait vu cette silhouette dans la chambre? En tout cas, Julia, elle est quasi sûre que oui. Et d'ailleurs, ce qui l'angoisse le plus dans cette situation, c'est de savoir ce qu'il en était les autres nuits, où elle s'écroulait de fatigue. Est-ce que c'était la première fois peut-être si c'était lui introduit dans la chambre? Était-il là les autres fois? Qu'est-ce qu'il avait fait si elle dormait pendant ce temps-là? Et d'ailleurs, combien d'autres clientes de l'hôtel, ont vécu ça sans s'en rendre compte? Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, mais en tout cas, ça donnait pas envie de dormir chez lui. Bon, continuons, et là, nous entamons notre deuxième histoire qui est racontée par une certaine T-Bug 411. 411 et qu'on va appeler Nina parce que c'est comme ça voilà. Bon, en tout cas, contrairement à d'habitude, elle ne nous donne aucun contexte. Donc on sait pas son âge ni même là où ça se passe. En fait, on sait juste que ça date de lundi dernier au moment où elle écrit ça, le 10 janvier 2019. Et ce soir-là, elle et ses collègues sont rentrés à leur hôtel après une journée de travail et du coup, Nina et l'une de ses amies, Rebecca, se sont dirigées vers leur chambre. Et là, alors que Nina ouvre la porte de la sienne, elle voit quelqu'un dans la salle de bain. Bon, là, elle est décontenancée, elle lance un bonjour, mais il n'y a pas de réponse. Là, elle se dit, ok, c'est peut-être une femme de ménage, un peu bizarre, on sait pas. Mais bon, le timing est quand même louche. Et du coup, rapidement, Nina remarque que cette femme tient son sac et ses vêtements. Bon, là, Nina se tourne vers Rebecca et elle lui dit qu'il y a une femme dans sa chambre et qu'elle comprend pas la situation. Et là, elle demande ensuite à cette femme, qu'est-ce qu'elle fout dans la chambre. À ce moment-là, ça devient un peu flou, honnêtement. Car je ne me souviens pas exactement de tout ce que j'ai dit et de ce qu'elle a dit. Mais elle n'arrêtait pas de marmonner que sa clé fonctionnait toujours et que c'était comme ça qu'elle était entrée. J'étais sous le choc. Elle était manifestement très agitée d'avoir été prise en flagrant délit de vol. Elle a laissé tomber mes affaires et a fouillé dans son propre sac à main et dans un sac en plastique blanc. À ce moment-là, Rebecca se tenait derrière moi, observant toute la scène se dérouler. La femme s'est précipitée vers la porte et j'ai demandé « Qu'y a-t-il dans ce sac ?» pensant que c'était probablement mes affaires. Elle m'a dit « Non, ce sont juste mes affaires, je vais vous montrer » et elle l'a fait. Effectivement, Nina regarde tout ça et voit aucune de ses affaires. Mais bon, elle est tellement sous le choc qu'elle laisse la dame partir. Bon, elle rentre ensuite dans sa chambre, et elle remarque que ça a bien été fouillé. En fait, elle fait un rapide tour pour voir si quelque chose a été volé d'ailleurs. Tous ses appareils électroniques étaient toujours là. Et quand elle va dans la salle de bain, où était donc la femme, elle remarque que ses sous-vêtements, son bikini ou même ses vêtements sont fourrés pêle-mêle dans ses propres sacs. D'ailleurs, il y avait même son passeport et visiblement, la femme, là, elle avait prévu de tout embarquer. Et aussi, et surtout, Nina remarque
remarque qu'on a fouillé dans ses médocs. Et elle remarque qu'une partie de ses médicaments ont disparu. Et là, elle a comme un déclic et il faut absolument qu'elle aille les récupérer. Elle quitte alors sa chambre et même l'hôtel en toute vitesse pour rattraper la femme. Sauf que la femme en question n'est plus dans le hall ni même aux abords de l'hôtel. Donc là, Nina décide d'appeler les flics. Là, elle et Rebecca remontent alors dans leur chambre en attendant et elle remarque à ce moment-là qu'il y a une batte de baseball en métal sur son lit. Là, elle se dit que l'autre femme a dû l'oublier dans sa précipitation. Là, autant vous le dire, Nina paniquait de plus en plus, car elle n'avait plus une partie de ses médicaments dont elle avait besoin. Et c'est à ce moment-là, enfin, que la police débarque. Là, les agents prennent sa déposition et ils examinent la chambre, et les minutes passent, puis un autre truc chafouine Nina. En fait, le fait qu'il y ait des morceaux de cloison sèches, donc des plaques de plâtre, vous voyez, dans la salle de bain, qui étaient comme arrachées, quoi. Là, elle trouve ça bizarre, elle le signale aux flics, mais personne ne comprend vraiment d'où ça vient. On a commencé à regarder la porte et les fenêtres pour voir si elle avait réussi à s'introduire par effraction, mais il n'y avait rien. On a donc opté pour l'idée qu'elle avait une clé de rechange ou quelque chose comme ça, même si la réception de l'hôtel était catégorique sur le fait que c'était impossible. L'officier qui est venu a appelé 2 autres officiers en renfort car il pensait que la femme pouvait encore être dans les environs. Mais après que nos déclarations aient été prises, ils ne pouvaient plus rien faire de plus, alors ils sont partis. Je me suis assise pour finalement passer quelques appels et raconter l'histoire, et pendant que j'étais au téléphone, je pensais aux morceaux de cloison sèche dans le lavabo. Je regarde le mur autour du miroir et là, ça m'a frappé. Là, Nina appelle Rebecca pour qu'elle aille décrocher le miroir du mur. Oui, vous avez bien compris. Et là, quelle ne fut pas leur surprise quand, une fois le miroir décroché, il y avait un énorme trou juste derrière. Et pour une fois, d'ailleurs, chose rare dans un témoignage Reddit, surtout quand on n'a pas le contexte, mais elle nous a filé une photo. Que voici. Donc là, cette espèce de grand rectangle noir, c'est pas un tissu ou je sais pas quoi, c'est vraiment un trou. Et il y avait le miroir devant. D'ailleurs, vous remarquez que les deux lumières n'étaient pas alignées, quoi. Là, Nina rappelle les flics dans la foulée, qui, heureusement, n'avaient pas encore vraiment quitté l'hôtel, et donc ils reviennent dans la chambre. Et là, ils commencent à regarder ce qu'il y avait derrière ce trou et donc ce miroir, et ils ont alors retrouvé un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements et même des brosses à dents. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une femme qui vivait littéralement derrière la salle de bain de la chambre de Nina. Et depuis on ne sait combien de temps. Et du coup, cette femme avait accès à sa chambre à n'importe quel moment. Et même si c'est dur à imaginer quand même, en fait, elle vivait dans ce couloir d'environ 60 cm de large. Donc un truc comme ça. C'était vraiment pas large. Entre 2 chambres, quoi. Bon. Là, sans trop de surprise, les flics sont sur le cul et les officiers présents sur place font même venir leurs supérieurs qui vont prendre des photos. C'est sans doute celle-là d'ailleurs. Là, Nina, bien sûr, rassemble ses affaires avant de quitter l'hôtel immédiatement. Bon, Nina termine son récit en disant que le plus fou, selon elle, c'est que cette personne était probablement là depuis longtemps, quoi. En fait, elle dit que la dernière fois qu'elle avait séjourné dans cet hôtel, elle avait senti une odeur de cigarette qu'elle supposait venir d'une autre salle de bain. Et donc, l'odeur aurait été peut-être portée par les conduits d'aération. Mais non, du coup, non, c'était juste une toxicomane, de ce qu'elle dit elle-même, qui fumait juste de l'autre côté de son miroir. D'ailleurs, elle l'a pas dit, mais ça aurait été encore plus fou si le miroir, vous voyez, il était sans teint. C'est-à-dire que l'autre femme pouvait la voir elle sans que elle la voie. Alors ma belle, tu sais pas que je suis là, hein. Bon, c'est quand même fou, quoi. En fait, pour Nina, cette femme avait également accès à d'autres chambres. Car en fait, les trous dans les murs, parce qu'il y en avait d'autres, ils dataient d'une rénovation antérieure de l'hôtel. Et donc, ils avaient pas été correctement colmatés. Les gars du BTP, pour aller plus vite, ils les avaient juste recouverts de miroirs. C'est quand même extrêmement con, parce que si tu recouvres pas les trous, ça fait que tu entends les voisins hyper facilement, quoi. Bon, en tout cas, heureusement pour Nina, la femme n'était pas dangereuse et ne l'a pas attaquée. Mais bon, Nina garde quand même un sacré trauma de cette rencontre. Tu m'étonnes. Et quant à notre dernière histoire, elle est racontée par quelqu'un qu'on a décidé d'appeler Michel. Parce que oui, vous savez, dans les récits, on n'a pas toujours les prénoms, les gens ils veulent garder un certain anonymat. Bref, cette Michel commence son récit en disant qu'à l'époque des faits, elle avait 25 ans et elle avait besoin de changer d'air pour quelques temps suite au décès de sa maman. En fait, sa mère était morte de manière assez inattendue et Michel vivait encore chez elle à l'époque. Et elle devait donc prendre un peu de distance avec la maison. D'ailleurs, Michel ne nous dit pas dans quelle ville elle a jeté son dévolu. Mais elle a choisi un hôtel qui avait des critiques assez bonnes, quoi. Voilà, c'est quand même mieux. En fait, elle précise qu'elle ne donnera pas le nom de l'hôtel pour des raisons de sympathie, quoi. D'ailleurs, la principale raison, c'est qu'elle essaie juste d'oublier cette expérience et le fait même de donner le nom de l'hôtel est difficile pour elle. Michel nous dit que l'hôtel a un charme d'antan, ce qui l'a beaucoup attiré, quoi. D'ailleurs, en arrivant sur place, elle a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point tout était clean, quoi. C'était le genre d'endroit, vous savez, qu'on voit sur les cartes postales. Et là, elle était impatiente de se poser dans sa chambre pour enfin se détendre après tout ce qu'elle venait de traverser. Et sa chambre était au 2e étage. Et là, Michel était contente d'avoir une belle vue sur le jardin intérieur. Bref, pour l'instant,
tout est parfait. Mais ce qui va nous intéresser, c'est lors de la première soirée, que Michel donc passe dans cet hôtel. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel pour dîner. Assise seule à une table, j'ai remarqué un homme au bar. Il était grand avec des cheveux en bataille et une barbe. Il semblait avoir la quarantaine, il portait une veste en cuir délavé et un jean. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce qu'il portait, mais c'est le cas. Nos regards se sont croisés un instant, il m'a fait un signe de tête. Je suis assez maladroite, alors j'ai simplement détourné le regard en faisant semblant qu'il ne venait pas de me surprendre en train de le fixer. La soirée s'est poursuivie et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Après le dîner, je suis retournée dans ma chambre et je me suis installée pour la nuit. J'ai regardé la télévision, lu un livre et je me suis finalement endormie. Lorsque Michel se réveille au petit matin, quelque chose a l'air bizarre. En fait, elle sort de sa chambre et là, en se dirigeant vers l'ascenseur, elle remarque le même homme que la veille. En fait, il est adossé au mur, à quelques mètres de sa chambre et ses yeux sont fixés sur elle. Là, un frisson hyper désagréable parcourt l'échine de Michel. Bon, elle essaie quand même de se débarrasser de ce sentiment de malaise en pensant que ce n'est qu'une coïncidence. Mais une voix dans sa tête lui disait que quelque chose ne va pas. Bon là, Michel essaie de continuer sa journée sans être trop paranoïaque. Mais bon, en étant une femme seule, un peu de paranoïa, hélas, dans notre monde est nécessaire, selon ses mots. Bref, elle se balade alors en ville, mais toute la journée, peu importe où elle va, elle se sent un peu comme suivie, comme observée. Et alors que la soirée arrive, là, elle retourne à l'hôtel et elle dîne à nouveau dans le restaurant de l'établissement. En fait, elle sait qu'elle peut recroiser le type, mais le côté pratique de manger et de pouvoir monter directement dans sa chambre, c'est quand même trop tentant, quoi, j'avoue. Et puis le fait qu'elle soit entourée de gens, ça calmait quand même un peu ses angoisses. Bon, là, Michel s'assoit donc à sa table, et quelques secondes plus tard, l'homme entre et s'assoit au bar. Mais il s'assoit de sorte à être face à Michel, même s'il n'est qu'à quelques mètres. Et une fois son verre en main, il commence à fixer la jeune femme avec insistance. Ce qui est quand même con, parce que si le gars pense que c'est de la séduction, je pense que non, c'était vraiment pas du tout le cas, quoi. Peut-être qu'il a pas pris les bons cours, quoi, on sait pas. Bon, Michel essaie de détourner le regard, mais elle nous dit que quand quelqu'un vous fixe et ne s'arrête pas, même si vous ne le regardez pas en retour, vous pouvez pas vous empêcher de jeter des coups d'œil de temps en temps pour voir s'il continue, quoi. Ce qui est con parce que le gars va peut-être penser, putain, la meuf, elle est complètement raide de moi, alors que pas du tout. Au bout d'un moment, son visage s'est fendu d'une sorte de sourire et j'étais complètement effrayée. Je me suis levée pour partir et j'ai remarqué qu'il se levait en même temps. Et il a commencé à marcher derrière moi. Je pouvais littéralement sentir son souffle sur ma nuque pendant que nous marchions. J'ai essayé de lui demander gentiment de rester plus en arrière, mais il s'est mis à rire. Il m'a suivi jusqu'à mon étage et s'est arrêté à quelques portes de ma chambre. Je suis rentrée rapidement dans ma chambre, jetant un coup d'œil en arrière et j'ai remarqué qu'il faisait la même chose qu'avant. Il restait juste là, dans le couloir, attendant clairement quelque chose de moi, sans dire un mot. Alors sans trop de surprise et en plus de sa confusion, Michel commence à être terrorisée par la situation. Dans un premier temps, elle va parler de cet incident, on va dire, à la direction de l'hôtel, parce que selon elle, appeler la police ne servira à rien. En fait, l'homme ne l'avait pas blessé physiquement ou quoi que ce soit. Il était juste vraiment insistant et flippant, mais ça avait pas trop de poids. Bon, en tout cas, la direction de l'hôtel est très compréhensive et ils ont assuré à Michel qu'il garderait un œil sur la situation pour les 2 prochains jours. Et de son côté, elle passe la quasi-majorité de son temps et de son séjour près de l'hôtel et surtout de sa chambre. D'ailleurs, elle a même envisagé d'écourter son voyage, mais bon, en même temps, c'était pas non plus une trouillarde, elle voulait pas se faire dicter ses choix par une petite peur, quoi. Surtout que là, c'était censé être son moment de guérison, quoi, pour passer la page avec sa mère décédée, quoi. Mais malheureusement pour elle, elle continue de voir ce type chelou tous les jours. Et d'ailleurs, parfois il est dans le hall, d'autres fois dans le couloir ou près de sa chambre, et occasionnellement, il est au resto. Et il a même réussi à venir dans la salle de sport les quelques fois où Michel a décidé spontanément de faire une petite séance, quoi. En fait, pour elle, c'est bizarre, mais c'est comme s'il jouait à un jeu tordu du chat et de la souris. Et de ce fait, Michel devient de plus en plus paranoïaque en regardant constamment par-dessus son épaule, en se demandant quand et où il pourra apparaître ensuite. Et une nuit, environ 1 semaine après son arrivée, Michel est entré dans sa chambre après le dîner. Et là, elle a été choquée de trouver une note glissée sous la porte. Là, le mot avait été écrit à l'arrache et c'était à peine lisible. Mais elle parvient quand même à lire « Je t'observe ». Et là, son cœur s'emballe forcément en lisant la note. Michel, à ce moment-là, appelle immédiatement la réception et signale ça. Le personnel lui dit alors qu'il prend la situation très au sérieux et il lui conseille de verrouiller la porte, de rester dans la chambre et d'attendre qu'il vérifie les caméras de sécurité. Ils m'ont assuré qu'ils trouveraient l'homme et feraient appel à la police si nécessaire. J'étais assise dans ma chambre, attendant anxieusement que quelqu'un me dise que l'homme était expulsé ou même arrêté et que tout irait bien. Les minutes se sont transformées en heures et le sentiment de terreur ne faisait que s'intensifier. Et si le personnel ne pouvait pas trouver le type? Et s'il m'attendait quelque part dans l'hôtel? Et s'il était dans ma chambre, là, sans que je le sache? J'avais presque l'impression d'être chassée. Finalement, un coup à ma porte a brisé le silence. C'était le gérant de l'hôtel, avec le responsable de la sécurité. Ils m'ont informé qu'ils avaient trouvé l'homme et qu'il était en train d'être escorté hors des lieux.
Là, ils ont assuré à Michel qu'il ne serait plus autorisé à revenir à l'hôtel et qu'il mettrait bien évidemment la police au courant pour s'assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises. Bon, là, Michel se sentait soulagée, mais toujours un peu secouée. Elle a quand même remercié le personnel de l'hôtel pour leur réponse rapide et pour l'avoir cru quand elle disait que ça n'allait pas, quoi. Mais, c'est pas la fin de notre histoire. Loin de là. Et en effet, quelques temps plus tard, Michel a été contactée par les flics, alors qu'elle était rentrée chez elle, depuis. Et là, l'homme qu'elle a eu au bout du fil lui a dit que le gars de l'hôtel, le détraqué, avait bien été arrêté après qu'ils aient trouvé plusieurs photos d'elle dans la poche de son manteau. Parce qu'il s'était avéré que cet homme l'a stalké depuis près d'1 an sans qu'elle le sache. En fait, l'appartement de ce type était rempli de photos de Michel et de son quotidien, ou même quelle que soit son activité. Et il y avait même des photos d'elle à l'enterrement de sa mère, ou encore des photos d'elle dans sa maison prises à travers les fenêtres. Et là, Michel, du coup, elle est complètement choquée et surtout, elle ne réalise pas comment elle n'avait pas pu remarquer la présence de quelqu'un depuis si longtemps. D'ailleurs, elle termine son histoire en disant qu'elle est quand même soulagée de l'avoir remarqué lors du séjour à l'hôtel. En même temps, c'était pas difficile. Et qu'il valait mieux tard que jamais, quoi. Bon, Michel nous dit aussi que ce gars a été condamné pour harcèlement aggravé, même si on connaît pas la sentence. Et elle parachève son récit en disant que cette expérience lui a appris l'importance de faire confiance à son instinct et d'agir rapidement quand elle sent que quelque chose a l'air de clocher. Voilà pour nos histoires du jour. Si vous-même vous avez déjà passé des nuits un peu douteuses à l'hôtel, n'hésitez pas à les partager. Et comme je vous le disais du coup en intro, faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'était passé de mon côté lors de mon expérience au début de l'année. Mais avant que je le raconte, n'oubliez pas de checker notre partenaire CyberGhost avec le lien en description. Vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Vous protégez votre vie privée, vous débloquez du contenu exclusif. Et avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Du coup, cette fameuse expérience que j'ai fait, qui était dans le cadre d'une vidéo que je voulais sortir sur Poisson Fécond, c'était je visite les 3 pires hôtels de France et donc je voulais faire les 3 plus grandes villes, donc Lyon, Marseille et Paris. Bon, voilà, je vous dis, Lyon, ça s'était passé, l'hôtel était pas ouf, il était un peu cher pour ce que c'était, l'endroit était un peu décrépit, mais ça allait. Par contre, ça a commencé à se gâter quand on est allé à Marseille. Bon voilà, j'ai vraiment essayé de sélectionner le pire hôtel, j'allais sur Booking, j'allais dans les derniers, hop, je voyais les notes qui étaient catastrophiques et je fais banco, c'est notre hôtel, on va dormir dedans. Il se trouve que l'hôtel était un hôtel un peu de façade, c'est un peu dur à dire, mais en fait déjà quand on arrive, le réceptionniste, il a l'air surpris de nous voir. Il comprend pas trop, oui, on a pris une chambre, il nous donne des clés, il nous dit c'est juste à l'étage. Là, on monte d'un étage et on ouvre la porte qui était à moitié pétée. Donc on se dit déjà, la porte ne se ferme pas, vous voyez, quand on essaye de la verrouiller. Alors, un principe, c'est qu'on peut pas fermer la porte. Impossible de la fermer, il faut la verrouiller. Au-delà de ça, la chambre de l'hôtel, elle était vraiment affreuse. Le sol est marron avec une espèce de texture bizarre, les murs sont complètement défoncés, il y a des prises qui sont au plafond, des prises au plafond quoi. L'armoire, il y a une porte qui est pétée, l'autre du coup elle tombe à moitié. La salle de bain, ça ressemble à rien, c'est un tout petit truc minuscule avec des murs marronâtres aussi. Jamais j'ai vu ça quoi. C'est vraiment what the fuck. Là, le lit, c'est une espèce de lit mezzanine, mais il manque les draps, il manque les housses, il y a pas de coussin. Tu fais waouh, Bon, là, on sort faire un tour pour voir un ami sur place, sauf qu'on n'est pas très sécure à avoir laissé nos affaires. Et bon, on revient quelques heures plus tard, et heureusement, tout est sur place. Et là, on décide de dormir dans le fameux hôtel. Mais bon, quand même, comme il faut dormir, on descend à la réception pour demander des draps, et puis des couettes et des coussins, quoi. Et là, le réceptionniste, encore une fois, il est assez étonné, il fait « Ah, ok ». Et du coup, il dit, venez avec moi. Là, on descend du coup avec lui dans les sous-sols. Là, il rentre dans une pièce, une espèce de débarras bizarre. Il commence à fouiller dans des sacs et tout. Et il sort des nappes de table. Du coup, avec des espèces de housses et des housses de coussins. Et il nous tend ça. Je fais, wow. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? Bon, du coup, on fait merci. On fait ça fera partie de l'expérience. Là, on revient dans nos chambres, on fait le drap comme on essaye, parce que du coup, c'est une nappe, du coup, donc on peut pas le poser. Et on finit par s'endormir. Alors, je vous le dis, quand même, mon ami, il était vraiment pas du tout rassuré. C'est lui qui devait faire aussi le cadrage. Il était pas du tout rassuré pendant toute l'expérience. Lui, il avait vraiment envie qu'on se barre. Mais bon, je lui dis, mais non, c'est pour la beauté de la science. Il y aura pas de science si on meurt tous les deux. Mais bon, je lui dis, mais non, ça va aller. Bon, déjà, il y a des bruits un peu bizarres, je vous dis quand même dans la rue. Mais ça se passe juste plusieurs heures plus tard, vers 5 heures du matin, il y a mon pote qui dormait du coup sur le lit du bas, qui se réveille et qui fait mais c'est quoi ce bordel? Et à ce moment-là, effectivement, on entend quelqu'un qui a essayé de forcer notre chambre, il a essayé d'ouvrir vraiment la porte. Là, et comme il a entendu mon pote qui s'est mis à gueuler, la personne derrière la porte est partie. Et à peu près 10 secondes après, il y a l'alarme incendie de l'hôtel qui se déclenche. C'est un boucan pas possible.
Là, lui, mon pote, il saute du lit, il commence à se préparer, il fait putain, ça me casse les couilles. Chris, je savais qu'il fallait pas le faire et tout. Et moi, je fais oh là là. Du coup, je descends aussi de mon lit complètement raplapla. J'essaye de filmer. Bon, alors je sais pas ce qui se passe parce que moi, j'ai toujours à cœur évidemment la beauté de la vidéo finale. Bon, on fait nos affaires en vitesse et tout. Et 5 minutes après, on descend, on va à la réception pour rendre les clés. Mais là, il y a personne. L'hôtel est totalement vide, il y a personne nulle part. Je fais mais waouh. J'essaye de descendre dans le sous-sol pour voir si le gars il est pas là. Il y a personne. Je vois juste des portes fermées avec des numéros de chambre dans un sous-sol. Je comprends pas. Là, on remonte, on ressort de l'hôtel. L'alarme incendie finit par se calmer 10 minutes après. Il est très tôt, il est très tôt. Donc, je demande quand même à des gens, c'est quoi cet hôtel et tout. C'est normal et tout. Là, les gens ils osent pas trop répondre. Il y a quand même quelqu'un qui nous a dit, ça c'est pas un hôtel. Hein. Bon, on n'en saura pas plus. On finit par prendre notre train. Là, on débriefe longuement. Du coup, j'appelle mes équipes aussi pour savoir si du coup on doit la faire cette vidéo. Il est plus safe finalement qu'on annule le tournage et qu'on ne fasse rien de ces rushs puisque après enquête, il est probable qu'en fait cet hôtel était sans doute un lieu de blanchiment d'argent et que si on mettait à jour peut-être en fait leur magouille, même si c'était de manière involontaire avec ma vidéo, qui aurait été vue sans doute par 1 million de personnes, ça les aurait peut-être foutus dans la merde. Et comme les gars de Marseille, peut-être ils sont un peu chauds. Vraiment, mon pote avait vraiment pas du tout envie qu'on remonte jusqu'à lui et qu'on lui foute un couteau sous la gorge. Marseille, c'est le Texas. Pour 1 euro, sur ma mère, on t'enlève ta race. Donc finalement, ça n'aura pas lieu, mais c'était vraiment une belle expérience, quoi. Du coup, c'était un pire hôtel que j'ai fait de ma life et c'est vrai qu'il valait son pesant de cacahuètes. Bon, en tout cas, sachez que si un jour vous avez le luxe de pouvoir rejoindre Noisy-le-Lys, l'université du rêve, vous allez pouvoir dormir dans ce que j'appelle des alcôves. Donc c'est des sortes de chambres pour 4 personnes où on vit des expériences formidables. C'est la vie à l'université, à la fac, à la campus et tout. Donc en tout cas, le livre sortira, pas cette édition mais une autre, il sortira en édition grand public, fin février. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt et faites de beaux rêves.